Bonjour. Donc, on va passer d'un sujet de maladie infectieuse aiguë à une thématique de maladie chronique, relativement prévalence en France, à savoir les troubles cognitifs. Vous savez qu'on estime à au moins 850 000 patients la prévalence de la maladie d'Alzheimer en France, même si on a des données dont la fiabilité est assez mal cernée. Donc je vais vous parler de la stratégie diagnostique autour des troubles cognitifs et plus particulièrement, dans un second temps, d'un projet de recherche qui s'appelle TROCOMEJ pour troubles cognitifs en médecine générale. Donc tout d'abord, j'ai bien sûr un lien d'intérêt avec cette thématique et avec l'étude que je vais présenter, mais je ne pense pas avoir de conflit d'intérêt ni sur cette thématique, ni d'ailleurs sur aucune autre thématique médicale. Donc, on dispose aujourd'hui et depuis quelques années de recommandations de pratiques cliniques de la Haute Autorité de Santé concernant les troubles mnésiques et les démences. Donc, la HAS recommande depuis 2011 un diagnostic précoce des troubles cognitifs devant soit l'observation de troubles cognitifs, que la plainte soit émise par le patient ou par son entourage, et aussi dans un certain nombre de situations, plus accessoirement, notamment des situations qui pourraient être associées à un déclin cognitif, comme une chute chez une personne âgée, ou un syndrome confusionnel, ou un accident vasculaire cérébral. Donc, ce qui montre aussi que ces recommandations peuvent s'appliquer en ville, mais éventuellement aussi, de ce point de vue-là, en milieu hospitalier. Quoi qu'il en soit, la HAS recommande une évaluation initiale par le médecin généraliste avec finalement assez peu de précision, si ce n'est que le document de la HAS cite au moins le test très connu qui est le MMSE pour l'évaluation des troubles cognitifs, et la HAS cite aussi l'intérêt des IADL, des activités instrumentales de la vie quotidienne, notamment dans sa forme simplifiée en cas de question, pour l'évaluation fonctionnelle du patient. Et ce que dit la HAS, c'est que si, au terme de cette double évaluation clinique, le résultat est en faveur de l'absence de troubles cognitifs, il faut simplement surveiller le patient et réévaluer la situation, par exemple, à 6 mois ou 12 mois plus tard. En revanche, en cas de suspicion de déclin cognitif, il est justifié de réaliser un bilan clinique, un bilan biologique, une imagerie, et de demander un avis spécialisé, assez souvent auprès des centres mémoire ou éventuellement auprès d'un spécialiste. Et puis, dans d'autres recommandations, la HAS aussi recommande aux médecins généralistes de s'occuper pas seulement du patient atteint de troubles cognitifs, mais aussi du ou des aidants autour de lui. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut soulever autour du diagnostic, et particulièrement des questions qui concernent la coordination des soins dans la période du diagnostic. Tout d'abord, et finalement c'est en continuité avec ce qui a été discuté tout à l'heure dans la table ronde sur les dépistages, bien qu'ici il ne s'agisse absolument pas d'un dépistage, mais davantage en tout cas, selon les recommandations de la HAS, d'un diagnostic précoce, et la nuance est de taille, parce qu'en fait on parle de patients qui soit présentent une plainte, soit pour lesquels l'entourage rapporte une plainte. Donc ce n'est pas des patients asymptomatiques, ce qui est le cadre habituel des dépistages. Mais la décision partagée devrait s'appliquer tout autant dans les limites, évidemment, des limitations auxquelles peut être confronté le patient. Mais la décision, dans ce cas, peut parfois être étendue à l'aidant du patient dans certains cas. En tout cas, il faut évaluer ces troubles, pas de façon isolée, mais en fonction de leur contexte. N'oublions pas que le plus souvent, on a affaire à des personnes âgées, qui ont notamment un certain nombre de comorbidités, et qu'il faut prendre en compte les préférences du patient, voire même de la personne aidante. Ce qui est embêtant avec la recommandation de la HAS, c'est qu'elle présente la limite de ne pas préciser les critères d'orientation qu'on peut utiliser pour décider d'adresser le patient dans un centre spécialisé, notamment un centre mémoire, pour réaliser un bilan neuropsychologique approfondi.
Donc, tout d'abord, elle ne précise pas bien quels sont les tests d'évaluation à utiliser, même si elle cite ceux que j'ai rapportés à l'instant. Et surtout, elle ne dit pas quels sont les seuils décisionnels. Par exemple, si vous utilisez le MMSE, à partir de quel seuil vous décidez que le résultat est anormal? Alors, dans la littérature, on trouve le seuil fréquemment utilisé de 24 sur 30, mais en réalité, chacun sait que le résultat à ce test est très influencé par le niveau socio-éducatif du patient. Et du coup, c'est assez difficile de le prendre en compte en réalité. Donc, finalement, les recommandations de pratique clinique de la HAS nous aident assez modérément dans la stratégie diagnostique de ces troubles cognitifs. Il y a d'autres problèmes qui se posent dans ce champ de la coordination, c'est que parfois l'accès aux consultations mémoire n'est pas véritablement coordonné, parce que finalement quand on discute avec les responsables de ces centres, ils admettent parfaitement que les patients consultent directement ces centres sans être adressés par leur médecin généraliste, qui n'est pas conforme finalement au modèle du médecin traitant, édicté depuis 2004, je crois, en France. Et parfois même, ils sont adressés par les CES. Les CES, c'est les centres de dépistage de l'assurance maladie, et donc qui, eux aussi, parfois, court-circuitent allègrement le médecin traitant des patients. C'est les centres d'examen de santé. Alors, il y a aussi des questions de coordination autour de l'annonce du diagnostic, et aujourd'hui, les neurologues et les gériatres de bonne volonté reconnaissent quand même que le médecin généraliste a aussi un rôle dans l'annonce du diagnostic, une fois que le diagnostic est fait, et que finalement cela participe d'une annonce partagée en plusieurs temps, avec une sorte de débriefing après que le patient ait reçu un diagnostic éventuellement en centre mémoire, un débriefing par le médecin généraliste. Quelque chose qui manque souvent quand même dans le discours de nos collègues des centres spécialisés, c'est qu'ils présentent souvent le diagnostic, notamment de la maladie d'Alzheimer ou des autres causes de troubles cognitifs, comme des diagnostics de certitude, alors qu'en fait, il n'en est rien. On finirait par l'oublier. Le diagnostic, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, c'est comme le cancer. C'est un diagnostic anatomo-pathologique qui, en réalité, n'est jamais possible parce qu'il serait seulement possible post-mortem. Ça veut simplement dire que le diagnostic de maladie d'Alzheimer est un diagnostic probabiliste et que c'est souvent occulté. Alors quand on dit ça aux neurologues, ils disent oui, mais en fait, on a inventé le concept de diagnostic de haut niveau de preuve, mais en fait, ils le gardent souvent pour eux et c'est rarement communiqué aux patients, et encore moins aux médecins généralistes. Et puis parfois, il y a un problème de circulation de l'information envers le médecin généraliste. C'est une étude qui avait été faite en Bretagne, notamment, qui montrait que les médecins généralistes qui suivent des nouveaux patients dans les EHPAD, souvent ne connaissent pas, ne sont pas informés des éléments sur lesquels est fondé le diagnostic des troubles cognitifs des patients qui assez souvent, en tout cas jusqu'à un passé récent, étaient traités par des médicaments symptomatiques pour la maladie d'Alzheimer. Et puis il y a eu aussi une étude en Belgique qui montrait que les aidants, parfois, n'étaient pas du tout informés d'un diagnostic de troubles cognitifs chez la personne qu'ils aidaient, jusqu'au moment du décès même. Donc l'étude que je voudrais présenter s'appelle Trocomège. Elle est le fruit d'une collaboration entre mon département de médecine générale, qui s'appelle CUMG, Collège universitaire de médecine générale, à l'université de Lyon 1, et d'autre part le centre mémoire de ressources et de recherche de Lyon. Le responsable de ce centre, c'est le professeur Crolac-Salmon, qui est un neurogériatre et qui, accessoirement, est aussi le directeur de la Fédération des centres mémoire au niveau national. Donc le promoteur de cette étude, c'est les Hospices civils de Lyon. Donc je suis co-investigateur principal de cette étude aux côtés du professeur Crolac-Salmon. Donc c'est un exemple intéressant de
collaboration dans la recherche en soins primaires. Voilà. Ça n'a pas été si facile à monter, c'est le fruit d'échanges et parfois de confrontations dans la durée avec de visions qui peuvent parfois être contradictoires. On a eu beaucoup de discussions dans le passé sur ce concept de diagnostic précoce que personnellement j'ai contesté à plusieurs reprises, arguant que l'approche la plus moderne aujourd'hui sur ces questions était celle de concept de diagnostic au moment opportun. Les anglo-saxons parlent de timely diagnosis, et qui me semble beaucoup plus approprié que de vouloir nécessairement faire un diagnostic à un moment qui ne serait pas choisi et consenti par le patient, voire parfois par son entourage. C'est donc la notion de décision partagée dont je parlais tout à l'heure. Donc l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer en soins primaires les valeurs prédictives positives et négatives d'une stratégie diagnostique des troubles neurocognitifs. C'est aujourd'hui l'expression consacrée, qui remplace le terme de démence dans le DSM-5. Donc des troubles neurocognitifs combinant l'évaluation, alors d'une part de la plainte mnésique, d'autre part du statut cognitif et enfin de l'impression clinique du clinicien. Donc ce projet est l'objet d'un PHRC national qui intéresse 11 sites, et pour chaque site, il est l'objet aussi d'une collaboration entre le département de médecine générale local et le centre mémoire local. Donc c'est aussi l'occasion de développer des partenariats au niveau de chacun de ces sites. Il y a 11 centres qui sont concernés, qui sont affichés sur la carte devant vos yeux. Et l'objectif, c'est de recruter 120 médecins généralistes, France entière, et que chaque médecin, et donc ce qui veut dire, en principe, c'était 12 médecins généralistes sur la plupart des sites, sauf 2 qui sont rentrés plus tard, pour lesquels il est question de recruter 6 médecins généralistes, et que chaque médecin généraliste inclut 9 patients sur une période de 18 mois. Donc le recrutement des médecins généralistes est en cours et l'étude n'a pas commencé, elle devrait commencer vraisemblablement début 2019. Donc le principe, c'est l'identification par les médecins généralistes des patients qui répondent à un certain nombre de critères d'inclusion dans le cadre des consultations courantes. Donc c'est une étude en fait d'observation, hein, c'est pas un essai d'intervention avec 2 bras. Les critères d'inclusion, c'est des patients âgés de 65 ans ou plus et qui présentent soit une plainte mnésique qui peut être spontanée ou rapportée par un accompagnant, soit que le médecin observe un comportement à risque qui pourrait être lié à un trouble neurocognitif. Bon, il faut aussi que le patient soit reconnu apte à réaliser les tests du protocole dans de bonnes conditions. Et que le patient comprenne suffisamment les explications pour qu'on puisse obtenir un consentement relativement éclairé à participer à l'étude. Et de plus, il faut que le patient vive à domicile de façon relativement autonome. Donc il y a aussi des critères d'exclusion, notamment les patients qui seraient déjà sous mesure de protection juridique, même sans diagnostic formel, ou éventuellement, évidemment, si le patient a déjà un diagnostic formel, c'est un critère d'exclusion évident. On a souhaité ne pas retenir les patients qui présenteraient un syndrome anxieux ou dépressif sévère, parce que ça peut évidemment fausser les tests d'évaluation, ou bien les patients qui présenteraient une maladie avec un pronostic vital engagé à court terme, et puis aussi il est habituel d'exclure les patients qui participeraient déjà à un autre essai clinique. La stratégie diagnostique repose sur 3 tests ou 3
3 éléments. Le premier, c'est l'impression clinique du médecin avant toute évaluation formelle. Le deuxième, c'est l'évaluation de la plainte fonctionnelle à partir d'un test international dont il existe une version française. Et c'est la partie 2 du test GPCOG qui habituellement est administré à l'aidant et qui porte sur le statut cognitif et aussi l'autonomie du patient. Lorsqu'il n'y aura pas d'aidant, il sera administré directement au patient. Et enfin, l'évaluation du statut cognitif sera évalué par le médecin généraliste par un test simple qui s'appelle le CIS-CIT. C'est un test britannique qu'on a traduit en français dans le cadre de cette étude. Donc ces tests ont été retenus par leur simplicité. Ils comportent chacun simplement 6 questions et ils demandent moins de 5 minutes pour être administrés. Donc, lorsque l'évaluation, enfin, dans le cadre de cette étude, les patients seront tous adressés en consultation mémoire pour avoir un diagnostic, je dirais, définitif, à la fois diagnostic positif et diagnostic étiologique, à partir d'une évaluation neurocognitive approfondie, éventuellement des examens complémentaires d'imagerie ou de biologie. Et le critère de jugement principal sera porté dans ces centres mémoire, à savoir l'existence ou non d'un trouble neurocognitif et dans ce cas, un trouble neurocognitif qui peut être léger ou majeur. Trouble neurocognitif majeur, c'est la démence. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Cette diapositive illustre simplement le parcours que je viens de décrire. Merci Henri Partouche, merci Laurent de cette présentation qui a été très claire. Le gold standard, finalement, c'est le diagnostic porté par le centre mémoire, c'est ça le gold standard? Et donc ça revient à valider les deux questionnaires et à les comparer à l'impression clinique du praticien, finalement, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Mais le gold standard, effectivement, c'est l'évaluation neuropsychologique approfondie qui est réalisée dans les centres mémoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé d'être pragmatique parce qu'il n'y a pas de gold standard, en tout cas en France. Et ça m'avait frappé déjà en 2011 à la lecture des recommandations de la HAS. Il n'y a pas plus de gold standard en soins primaires qu'en soins secondaires. Et comme cette étude va être déployée sur 11 sites, il n'est pas certain que chacun des centres mémoire ait les mêmes tests diagnostiques d'évaluation neuropsychologique, en fait. Il est probable que non. Et en plus, ils ajoutent, leur évaluation inclut aussi le MMS, les ADL, c'est une évaluation multidimensionnelle. Mais il n'y a pas de gold standard en France. Et on va confronter l'évaluation initiale du médecin généraliste, qui sera l'impression clinique, l'évaluation cognitive, et puis l'évaluation rapportée par l'aidant, en fait, pour voir la valeur prédictive de chacun de ces 3 éléments et la valeur prédictive de la combinaison de ces 3 éléments par rapport à l'évaluation des centres mémoire. Bonjour, Émilie Ferrat de Créteil, donc merci beaucoup pour cette étude. J'ai 2 questions. Une première, c'est plus sur le choix des indicateurs, parce que vous étudiez les performances diagnostiques de ces stratégies individuellement ou combinées. Finalement, pourquoi utiliser la valeur prédictive qui dépend de la prévalence plutôt que d'autres indicateurs qui sont indépendants de la prévalence? Et l'autre question, c'est, cette étude, elle est très intéressante, mais derrière, est-ce que, même si les performances sont bonnes, est-ce que vous pensez que ça suffira pour dire que derrière, il n'y a pas besoin de faire des évaluations? Parce qu'on voit bien, quand on propose des tests de repérage, on nous dit toujours, pour avoir travaillé sur l'évaluation gériatrique standardisée et sa déclination en soins primaires, que c'est bien beau d'avoir des outils qui ont des bonnes performances, mais que derrière, il faut quand même avoir la certitude, donc quand même adresser. Donc voilà, c'était une réflexion. Merci Émilie pour ces questions. Alors je dois dire, pour la première question, c'est moi, je pense, qui ai beaucoup milité pour utiliser les valeurs prédictives, en fait. À chaque fois qu'on discute avec les biostatisticiens, eux, ils encouragent surtout à utiliser la sensibilité et la spécificité, ce qui est une sorte de retournement, finalement, de la perspective. La perspective du médecin généraliste, quand il fait un test, c'est de savoir, dans une situation donnée, une fois que j'ai fait le test, quelle est la probabilité que le patient ait ou n'ait pas le problème de santé. C'est ça qui nous intéresse d'un point de vue pragmatique. Et en réalité, si on évalue que la sensibilité et spécificité, on se prive de cette... C'est beaucoup plus pragmatique en réalité par rapport à la décision, même si c'est lié à la prévalence. Quand on fait une étude finalement France entière, on aura quand même une prévalence qui correspond à quelque chose, si je peux dire, même si elle est moyenne.
Et ce sera la prévalence qui est en soins primaires en France. Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, c'est que non, notre arrière-pensée n'est pas de se dire qu'on pourrait s'affranchir d'adresser les patients pour une évaluation plus approfondie en centre mémoire. Je pense que ce serait d'ailleurs probablement inacceptable pour eux. C'est plutôt l'objectif de savoir est-ce qu'avec une bonne stratégie diagnostique, finalement, on peut les adresser dans des bonnes conditions, avec une bonne pertinence dans la décision et avec un bon seuil décisionnel qui fasse qu'on n'adresse pas un trop grand nombre de patients dans ces centres mémoire avec toute l'anxiété que ça peut générer et qu'il y ait beaucoup de faux positifs, finalement, sur le nombre. C'est ça, en fait, l'intérêt des valeurs prédictives positives et négatives, c'est d'avoir un bon rendement, si je peux dire, de la démarche du médecin généraliste dans la chaîne diagnostique qui est quand même basée sur une coopération entre soins primaires et soins secondaires dans ce cas d'espèce. Merci. Alors moi juste, je vais peut-être me faire des ennemis dans la salle, mais moi justement, enfin, je pense que on pourrait peut-être s'affranchir aussi, mais ça c'est un avis personnel, puisque je suis pas sûre qu'il y ait un vrai bénéfice à évaluer de façon approfondie. J'ai moi-même ma maman qui a Alzheimer, donc bon voilà, et puis je vois les patients, je m'occupe beaucoup de personnes âgées, j'ai fait ma thèse sur l'évaluation gériatrique et je ne sais pas finalement quel bénéfice on en tire de plus en termes de changement ou de modification de la stratégie thérapeutique. Peut-être pour les démences à corps de Lévy, voilà, parce qu'il ne faut pas mettre de neuroleptiques. Mais franchement, je me pose la question. Donc peut-être que ces outils-là, ce repérage-là, nous permettra de modifier la stratégie sans forcément devoir adresser systématiquement, ou en tout cas, après, on peut mettre la décision partagée avec les patients. Ceux qui veulent, ils iraient, mais que ce ne soit pas quelque chose de systématique. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je rapportais juste, nous, la perspective dans laquelle on est placé dans le cadre d'une coopération au départ sur un projet de recherche entre la médecine générale et la médecine spécialisée. Mais ça mériterait effectivement d'être étudié. Quelle est la plus-value finalement d'un diagnostic précis, enfin autant qu'il peut l'être avec les limites que j'ai rapportées tout à l'heure, d'un diagnostic étiologique plus ou moins systématique, surtout à l'heure où aujourd'hui le recours au traitement, fût-il symptomatique, comme ils étaient qualifiés, n'est plus d'usage, puisque ces médicaments en France ont été déremboursés. C'était une justification formelle du passage un peu obligé dans les centres mémoire.